Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le mardi 26 mai 2026 et notre cher ami le colonel Larry Wilkerson est avec nous. Ravi de vous revoir. Ravi d'être avec toi, Nima. C'est tout un morceau à dire, hein? Un vrai morceau. 2026, le 26 mai. Oui, exactement. Donc 2026. Oui. Ça va aller mieux. Oui, on l'espère. 2026. Yeah. It's going to be better. Yeah. We hope. Yeah. let me start. Oui. with what has happened Laisse-moi commencer, Larry, par ce qui s'est passé hier soir et la nuit précédente. La confrontation entre l'Iran et les États-Unis qui se sont tirés dessus. Tout a commencé quand des avions de chasse américains ont attaqué des vedettes rapides dans le golfe Persique. 4 marins ont été tués. Ensuite, l'Iran a répliqué avec des missiles anti-navires. Puis l'escalade a continué, d'un côté comme de l'autre. Et on a vu finalement l'Iran abattre un drone MQ-9, touché par son système de défense aérienne. Un peu plus tard, c'est passé tout près d'un des F-35. D'après certains rapports, un F-35, accompagné d'un autre drone, aurait été touché par la défense aérienne iranienne. On ne parle pas d'une guerre ouverte. On parle de 2 pays qui en ce moment négocient, se parlent et en même temps se battent. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle norme est-ce que ça représente et qu'est-ce que tu en penses? What is that? What kind of norm is that? And what do you make of it? Well, it's the Trump method of diplomacy. Eh bien, c'est la méthode Trump de la diplomatie. A method that, C'est une méthode qui, je pense, est maintenant assez évidente pour tout le monde, surtout avec le cas de l'Iran et des États-Unis. On entre dans la diplomatie et on a l'impression que cette partie de la diplomatie, c'est la seule façon dont on sait encore fonctionner, Nima. C'est les sanctions et la force militaire. La force militaire et les sanctions. Et on se retrouve au milieu de cette diplomatie, si on peut encore appeler ça de la diplomatie. Ce n'est pas une vraie diplomatie. Et si les autres ne suivent pas nos positions comme on veut qu'ils le fassent, ou si on veut les pousser dans une certaine direction, on recommence les bombardements. On relance l'action militaire. C'est la seule manière qu'on connaît pour négocier, la seule manière qu'on connaît pour gérer les choses. That's the only way we know how to negotiate, the only way we know how to deal. And we're teaching the world. Et en fait, on est en train d'enseigner au monde, à bien des égards, ce genre de méthode. Donc il faut s'attendre à ce qu'elle nous revienne un jour, peut-être pas tout de suite, mais tôt ou tard. Et c'est un précédent terrible qu'on est en train de créer. D'abord, si on regarde ça de près, il n'y a eu aucun contact entre un diplomate iranien ou un représentant du gouvernement iranien et un Américain d'un rang équivalent. Aucun. Tout simplement parce qu'on n'a envoyé aucun diplomate. Il n'y a pas de diplomate qui s'occupe de ça. Il n'y a que des gens comme Jared Kushner et Steve Witkoff. Et je ne compte même pas Marco Rubio parmi ce qu'on pourrait appeler des diplomates. Il a été très clair là-dessus. C'est pas un diplomate. C'est un partisan des bombes, des balles, des baïonnettes et des sanctions. Typique de l'Empire, vraiment. C'est une diplomatie des plus étranges. Depuis le tout début de cette soi-disant diplomatie, à aucun moment nous n'avons réellement parlé avec les Iraniens, et eux non plus ne nous parlent pas. C'est sans doute à leur initiative ou à leur décision, parce qu'ils ne nous font absolument pas confiance. Et bien sûr, parce que Trump ne laisse personne parler directement avec les Iraniens. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait de la diplomatie par intermédiaire, ou du moins quelque chose qui y ressemble vaguement. Et ces bons offices viennent d'acteurs très différents. Les Émirats arabes unis, le Pakistan, Oman, comme d'habitude, et d'autres comme Riyad. Donc non, Nima, il n'y a pas de diplomatie en cours. Aucune. Ici, on a juste une déclaration par-ci, une autre par-là, et puis Bibi au milieu qui dit « J'aime pas ça, je vais recommencer à bombarder le Liban » ou « Je vais faire autre chose de pas très net ». Alors, petite parenthèse, parce que c'est important, une des choses que je surveille de très près, c'est ce que fait Bibi. Si j'ai raison, et que les dossiers Epstein, pour ainsi dire, sont vraiment utilisés pour influencer Donald Trump,
Surtout à cause de l'implication de Melania dans ces dossiers. Eh bien, je ne sais pas si Trump lui-même est concerné, mais Melania, oui, clairement. Et si ces dossiers sont bien utilisés, pourquoi Bibi ne s'en sert-il pas un peu plus habilement? Ma seule conclusion possible, c'est que ces dossiers, ce n'est pas Bibi qui les détient, c'est le Mossad. Et le Mossad, lui, commence à en avoir sérieusement assez de Bibi Netanyahou. Alors peut-être qu'aujourd'hui la situation est différente concernant l'arme la plus puissante que Bibi pouvait utiliser contre Trump, parce que Bibi est en difficulté politiquement et aussi au sein de sa propre coalition, et bien sûr dans l'État d'Israël, surtout avec la Knesset. Alors est-ce que le Mossad retient maintenant, pour ainsi dire, ces éléments de chantage et empêche Bibi de s'en servir comme menace? Pourquoi n'est-il pas venu aux États-Unis, comme il le fait d'habitude, pour s'adresser au Congrès et en gros dire à Trump d'aller se faire voir ou essayer de modifier son comportement? Parce qu'on a l'impression que Trump a trouvé quelque chose qu'il utilise pour pousser Netanyahou à faire davantage ce qu'il veut qu'il fasse. Et apparemment, une partie de tout ça, c'est que Miriam Adelson aurait dit qu'elle n'aimait plus Bibi, qu'elle voudrait quelqu'un d'autre à la tête d'Israël, et donc qu'elle ne met plus la même pression sur lui. Est-ce que le Mossad ne fait pas pression ou n'autorise pas Netanyahou à faire pression à partir des dossiers de chantage liés à Epstein? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on dirait qu'il y a au minimum une rupture évidente entre ce que veut Bibi et ce que veut Trump. Et ça se voit surtout maintenant avec son offensive au Liban. Il avance très vite vers le nord, ou du moins il essaie, et il s'en prend à des citoyens et des civils libanais. Il ne se soucie pas de savoir si c'est le Hezbollah ou des civils libanais. Il détruit tout sur son passage. Tzahal, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr, si on lit les gros titres de Haaretz aujourd'hui, que Tzahal soit vraiment à l'aise avec ce qu'elle fait. C'est donc, à mes yeux, l'élément le plus important dans cette relation. Et pour l'instant, je n'arrive pas à en saisir clairement la logique. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe exactement entre Bibi et Trump et entre Trump et Bibi? Parce que tu vois, moi je pensais qu'on allait repartir en guerre, qu'on allait refaire comme avant. On est dans la 3e fenêtre diplomatique, si on peut dire, qu'on a connue. Et à chaque fois avant les 2 précédentes, on a attaqué en plein milieu. Mon avis, c'était qu'on allait frapper encore, sans pitié, avec Israël sur notre flanc, en plein cœur de ces négociations, au moment le plus favorable pour le faire. Quand Hegseth, Kane, Trump pensent que les Iraniens sont convaincus que tout avance sur le plan diplomatique et que la force militaire ne sera qu'un appui secondaire si elle est utilisée du tout. Et là, je me disais, on va les frapper à nouveau. On va les frapper fort, pour rien, sans aucun effet. Mais là, je n'arrive plus à comprendre. Je ne sais même plus ce qu'on est en train de faire. J'ai regardé le témoignage de l'amiral Bradley Cooper devant la Chambre des représentants sur tous ses échanges avec Seth Moulton, et je crois que c'était aussi Jason Crow, peut-être 2 ou 3 autres. Et franchement, Cooper s'est complètement ridiculisé. Vraiment, il s'est couvert de honte. S'il avait été avec moi à Newport, dans le Rhode Island, au Naval War College, en train de faire un exercice sur le terrain, et qu'il avait répondu à Seth Moulton comme il l'a fait, je l'aurais pris à part. Il a dit, « Les choses se passent comme prévu. » Faux, amiral. Ce n'est pas la réponse qu'il faut donner. Dire que les choses se passent comme prévu, ça ne veut rien dire. Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi. Ce qu'il faut dire, c'est, est-ce que vous accomplissez votre mission? Et d'ailleurs, amiral, c'est quoi exactement votre mission? Et là, on verrait bien ce qu'il répond. Regardez ce qu'il dit, parce que Kane arrive plus tard avec Hegseth. On lui pose des questions similaires, et il est incapable d'expliquer quelle est la mission. Alors, c'est quoi la mission, Donald Trump? Monsieur le Président, quelle mission avez-vous donnée à votre armée,
à travers Pete Hegseth et le général Kane, à accomplir? Je parie que Trump ne peut pas répondre à cette question. Quelle est la mission? Faire plier les Iraniens? Échec. Détruire l'Iran? Échec. Détruire leurs missiles balistiques? Échec. Stopper le programme nucléaire? Échec. Rien, absolument rien, qui puisse être défini comme une mission n'a été accompli parce que Donald Trump appelle la plus grande, la plus forte, la meilleure armée du monde. Alors où en est-on, Monsieur le Président? Moi, je sais une chose. On en est à un point où vous êtes mentalement épuisé parce que vous ne trouvez pas d'issue. Et c'est ça que vous faites en ce moment. Et qu'est-ce que ça va donner, concrètement? Il y avait un excellent article ce matin dans War on the Rocks, écrit par un vieil ami à moi, Jason Dempsey. C'est un ancien lieutenant qui travaillait dans le bureau de Colin Powell dans le cadre du programme de bourse de West Point. Plus tard, il a été boursier à la Maison-Blanche, il a travaillé avec Michelle Obama sur les questions liées aux anciens combattants, etc. Puis il a quitté l'armée. Et un autre auteur, un soldat ou un marine, qui a passé beaucoup de temps au combat, a coécrit cet article avec lui. Ils l'ont publié ce matin dans War on the Rocks, et le titre c'était « En quoi l'annulation d'un examen initié par le commandement favorise-t-elle une culture de responsabilité ?» C'est très important parce que quand le représentant George Whitesides a posé la question à Hegseth, il n'a pas su quoi répondre tout de suite. Alors il a passé la parole au général Kane, le président, qui était assis juste à côté de lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Eh bien, 2 hélicoptères Apache, lourdement armés, ont volé à côté de l'événement No Kings, à Nashville. Un message, non? Oui, clairement un message. Ils n'étaient pas censés être là. Ensuite, ils ont survolé la maison de ce type, comment il s'appelle déjà? Celui qui fait tout le temps des trucs pro-MAGA, Kid Rock. Voilà. Ils ont survolé la maison de Kid Rock et disons, ils lui ont fait un petit coucou. 2 hélicoptères Apache venant, je suppose, de Fort Campbell. Alors qu'a fait l'armée? Elle a fait ce qu'il fallait. Ils ont ouvert une enquête immédiate. Qu'est-ce que ces 2 hélicoptères faisaient là, à s'aventurer dans un espace aérien civil, en paraissant vraiment menaçant envers cet événement No Kings à Nashville? Qu'est-ce qu'ils faisaient, exactement? Et ensuite, pourquoi sont-ils allés survoler la maison de Kid Rock, qui est un fervent partisan du mouvement MAGA et de Donald Trump? Et puis, qu'est-ce que Pete Hegseth fait ensuite? Il les invite à Washington pour une sorte de petite fête. Alors, l'armée a lancé ce qu'on appelle une enquête 15-6 sur cette affaire, et ils essayent de comprendre ce qui se passe, parce que ça ne devrait pas arriver avec du matériel létal comme des hélicoptères Apache. En réalité, ça ne devrait arriver avec aucun équipement militaire. Et donc, que se passe-t-il quand on lui pose la question à ce sujet? On demande à Hegseth de s'expliquer. Il ne répond pas. Le sujet change très vite. Le député Whitesides, le représentant Whitesides, passe la parole à Kane. Et Kane répond comme ça, « Ce à quoi vous faites allusion est une question partisane. » Eh bien, Monsieur le Président, merci beaucoup de me dire la vérité. Ce dont vous parlez, c'est d'agir pour des raisons politiques. Ce n'est pas le rôle de l'armée. C'est pour ça qu'ils ont ouvert une enquête. Alors revenons à la question de fond. Que voulez-vous dire par arrêter une enquête ordonnée par le commandement dans une affaire qui, à première vue, n'avait pas l'air très claire et semblait en dehors du code de justice militaire? Pourquoi ordonner l'arrêt de cette enquête? Parce que c'est exactement ce qu'a fait Hegseth. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Surtout au sein du département de la Défense. Ce matin, j'ai parlé avec Jason, l'un des auteurs. On s'est échangé quelques mails. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi en est-on arrivé à une situation où, par exemple, au sein de l'Eisenhower Media Network, on débat de choses comme « Que devient notre armée? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à l'armée? »
Comment est-elle influencée par Hegseth, par ses réunions de prière, par ces cérémonies sur le National Mall auxquelles participe le président de la Chambre, Marco Rubio, Hegseth? Tout tourne autour de Jésus, tout tourne autour du christianisme, selon la version du christianisme de Hegseth. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on est en train de façonner l'armée pour qu'elle fasse partie volontairement ou au moins passivement d'un futur coup d'État? C'est ça qu'on est en train de faire. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et ça fait partie du tissu même de ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur des États-Unis. Mais c'est aussi le reflet de ce qui se passe à l'étranger. Parce que comment peut-on attendre d'une armée dont les allégeances sont aussi confuses, disons-le, et qui n'a pas de vraie mission, pas de vrai cadre opérationnel, qu'elle fasse autre chose que bombarder encore et encore? Comment voulez-vous avancer vers un objectif? Comment accomplir une mission dans ces conditions? Et d'ailleurs, amiral, et vous tous, c'est quoi votre mission? Dites-moi simplement, quelle est votre mission? Est-ce que votre mission, c'est de larguer des bombes sur l'Iran chaque fois que le président des États-Unis vous le demande? C'est quoi ce genre de mission? Normalement, une mission bien pensée, ça a deux volets. D'abord, quelle est l'action concrète qu'on me demande? Ici, c'est de larguer des bombes. Et ensuite, quel est le but? Sans ces deux éléments, il n'y a pas de vraie mission. Alors, quel est le but de ces bombardements? Faire plier le régime iranien. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, vous le rendez encore plus déterminé, comme on le voit chaque jour à travers ce qu'ils font et ce dont ils sont capables. Regardez ce qu'ils viennent de dire à propos du Liban. Allez-y, Monsieur Netanyahou. Chaque attaque que vous mènerez au Liban sera suivie d'une riposte de notre part contre les Émirats arabes unis. Nous frapperons les Émirats jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, tant que vous continuerez à attaquer au Liban, parce que c'est l'État le plus proche de nous et le plus étroitement allié avec vous. Voilà l'accord qu'on vous propose. Mais qu'est-ce que vous faites, l'armée américaine? Quel est votre but là-bas, à part larguer des bombes, à part tourner en rond pour tuer, pour détruire la marine iranienne, pour détruire l'armée de l'air iranienne? Dans quel fichu but? Ah, vous voulez aller chercher l'uranium? Eh bien, vous avez échoué. Vous ne l'avez pas fait? Vous vous préparez à recommencer? Alors donnez-moi une nouvelle déclaration de mission. Je pourrais continuer encore longtemps, mais du point de vue d'un professionnel militaire, c'est une catastrophe totale. Larry, Israël dépasse cette ligne jaune qu'ils ont tracée dans le sud du Liban. Ils vont au-delà. Ils vont encore plus loin à Gaza. Ils tuent des gens tous les jours. Tu franchis la ligne jaune, t'es mort. Pourquoi t'as franchi la ligne jaune? Eh bien, c'est vous qui l'avez déplacée. Hier, elle était là-bas. On l'a bougée pour pouvoir t'avoir aujourd'hui. Super technique pour tuer des Palestiniens. Non, pardon. Vas-y, tu parlais du Liban. Vous savez, cette ligne jaune, c'est un peu absurde. En fait, tout le concept de la ligne jaune est absurde. S'il vous plaît, merci. Oui, c'est ça. C'est absurde. C'est juste un outil pour tuer des gens. Rien d'autre. Ce soir, à 2 heures du matin, on va tracer une ligne au sol. Et demain matin, si on attrape quelqu'un de ce côté de la ligne, on le tue. Puis demain soir, à 3 heures du matin, on va tracer la ligne environ 50 mètres plus au nord. Et si on trouve quelqu'un du côté sud, on le tue aussi. Et pendant ce temps, on va avancer comme ça, pas à pas, jusqu'à Beyrouth. Je pense que la principale raison pour laquelle ils font ça, Larry, c'est que chaque fois qu'ils sentent que les États-Unis s'apprêtent à se désengager du Moyen-Orient, ils provoquent quelque chose au Liban pour aggraver la situation, pour la rendre plus tendue.
Et c'est pour ça que les États-Unis, eh bien, on dirait qu'ils essaient de les pousser dans une certaine position. Mais they're trying to force them in some sort of position. But Meanwhile, Erdogan is Pendant ce temps, Erdogan fait défiler ses missiles balistiques près d'Ankara. Il regarde vers le sud et se dit « Ouh, ça c'est pas bon. Je crois que je vais devoir m'en mêler tôt ou tard. Continue, Israël, continue. » Keep coming, Israel. Keep coming. I think that's true. je pense que c'est vrai. Beaucoup de gens disent que Erdogan envoie du pétrole et d'autres choses à Israël. Mais après tout, on connaît bien l'opinion publique en Turquie, à quel point il déteste Israël et ce qu'il fait à Gaza et au Liban. Ce n'est pas quelque chose qui peut changer. Le gouvernement turc ne peut pas le changer. C'est la réalité. C'est pour ça que, quand on voit des informations disant que Benjamin Netanyahou est allé aux Émirats arabes unis pendant la guerre, les Émirats démentent aussitôt, parce qu'ils savent très bien ce que les gens ressentent vis-à-vis d'Israël. C'est la réalité. You bet. You bet. Now they've been singled out by Exactement. Iran. They've been made Exactement. a quid pro quo. Maintenant, ils ont été désignés par l'Iran. C'est devenu un marché du genre. Vous attaquez au Liban, on attaque les Émirats arabes unis. Et franchement, même si le Liban a été frappé sans relâche par Israël, il reste sans doute plus de cibles là-bas qu'aux Émirats. Donc ce ne serait pas très difficile d'en finir avec les Émirats arabes unis. It wouldn't be too hard to finish the UAE off. Mais ils sont tellement désespérés avec cette histoire de drone FPV, Larry. Ils n'ont aucune solution à ça. C'est pour ça que tu vois, on a entendu Smotrich dire que pour chaque drone, ils allaient faire tomber 10 immeubles à Beyrouth. Yeah, that's his Israeli strategy. C'est la stratégie ou la tactique israélienne. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si on tue un Israélien, il tue 100 Palestiniens. Si on tue un Israélien, il tue 50 membres du Hezbollah. Et d'ailleurs, pendant qu'ils les tuent, ils détruisent 100 maisons libanaises. C'est comme ça qu'ils opèrent. That's the way they operate. Alors, ils doivent quitter le Liban. Qu'est-ce qu'ils font au Liban? That's the reason I think maybe we might be seeing some C'est pour ça que je pense qu'on pourrait voir Erdogan bouger d'une manière qu'on n'avait pas encore envisagée jusqu'ici. Parce que tout ça devient presque une offense pour lui et pour la Turquie en général. Tout se passe juste un peu plus au sud et il ne fait rien. Et comme tu l'as dit, au lieu de ça, et la plupart des Turcs le savent, il continue à faire des choses qui facilitent la vie de Netanyahou, comme lui vendre du pétrole. L'Iran, Larry, revenons au cas de l'Iran. On a vu le ministre iranien des Affaires étrangères, accompagné du président du Parlement et du gouverneur de la Banque centrale d'Iran, se rendre au Qatar. L'objectif principal, apparemment, c'était des négociations entre l'Iran et le gouvernement qatari, parce qu'il serait prêt à libérer une partie, ou peut-être la moitié, des avoirs iraniens gelés au Qatar. Ce qui représente, si je ne me trompe pas, oui, 12 milliards de dollars, oui. Yeah. Most of it would be Saudi and Qatari or other Et la plupart de cet argent viendrait d'Arabie Saoudite, du Qatar ou d'un autre pays du Golfe. En apparence, ce serait notre argent, mais en réalité, c'est le leur. Ils essaient de nous couvrir et ils font le travail pour amener l'Iran à accepter cette partie précise de la stratégie de négociation. D'accord, c'est assez clair qu'ils payent et que nous, on en profite. Est-ce qu'on va les rembourser? Avec quoi? Moi, je ne nous ferai pas confiance pour un prêt. I wouldn't trust us for a loan. Mais comment? Tu veux dire que le Qatar et les autres pays du Golfe payent l'Iran pour le compte des États-Unis? C'est comme ça que je le vois. Ensuite, les États-Unis vont les rembourser, et personne ne sait vraiment comment. Supposedly, but I wouldn't trust us following. En théorie, oui, mais franchement, je ne nous ferai pas confiance pour assurer le suivi. Non, vraiment pas. Mais bon, ce ne serait pas la première fois qu'on conclurait un accord de ce genre.
On vous paiera en nature. On vous paiera en vieux destroyers de la Seconde Guerre mondiale. Combien en voulez-vous? Oui, on reprend notre avion. On cherche tous les moyens possibles de faire ce que les Iraniens veulent qu'on fasse, avec une sorte d'attitude du genre « c'est ça ou rien ». Et je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Et on essaie de le faire d'une manière qui ne nous fasse pas trop mal paraître, que ce soit en débloquant des avoirs gelés, en payant des réparations, en les laissant contrôler le détroit ou autre chose. On veut donner l'impression qu'on n'a rien cédé, et ça devient de plus en plus difficile. Et c'est particulièrement compliqué avec cette histoire d'ultimatum où ils exigent que Bibi Netanyahou arrête ce qu'il fait au Liban. Et l'idée que l'Iran va céder sur ce point précis, franchement, j'y crois pas trop. Je ne serais pas étonné que ça déborde ensuite vers la Cisjordanie ou Gaza ou les deux. Et je ne leur en voudrais pas le moins du monde. Tant qu'à être engagés, autant aller jusqu'au bout, non? Il faut que ces Israéliens arrêtent tous ces massacres. Et il faut qu'on fasse jouer les États-Unis dans ces négociations. Je veux dire, ils ne sont pas idiots. En fait, ils sont même sacrément plus malins que nous. Donc moi, je tirerai tout ce que je peux de ces discussions, même si j'ai peur que les bombes recommencent à tomber, parce que je sais très bien la souffrance que ça ferait subir à la région si ça arrivait. Et je pense que, de plus en plus, l'Occident en est conscient. Et les conseils qu'on donne à Trump, c'est que s'il provoque une dépression mondiale, on va lui tomber dessus comme la misère sur le monde, tu vois. Cela dit, quand l'Europe ou d'autres menacent ce genre de choses aujourd'hui, on les regarde et on se dit, très bien, vous avez tout le pouvoir du monde pour faire ce que vous dites vouloir faire. Mais ils ne le feront pas. Ni les Japonais, ni les Coréens, ni personne d'autre. Les Chinois et les Russes, en revanche, c'est une toute autre histoire. Mais on connaît tous les deux Xi et Poutine, dans une certaine mesure. Poutine, lui, a déjà fort à faire en essayant de faire ce que Lavrov disait vouloir faire à Kiev, leur faire peur, attraper Zelensky et le tuer, tout en soutenant l'Iran en même temps. Donc pour lui, c'est un peu plus difficile. Mais pour Xi, non, pas vraiment. Sauf que leur philosophie, c'est de ne rien faire pour empêcher le suicide, mais de ne rien faire non plus qui puisse perturber leur propre progression. C'est une marche délicate pour la Chine en ce moment. Mais je pense que de plus en plus, ils vont pencher du côté de l'équation iranienne, si on peut dire, plutôt que du côté de la neutralité qui consiste à ne rien faire pour freiner leur réussite. Et ça, c'est un vrai danger, parce que si on combine ça avec l'Ukraine et avec ce que la Chine observe en Asie de l'Ouest, on a là tous les ingrédients d'une guerre beaucoup plus vaste, avec bien plus de participants. Ce serait intéressant de voir, si les choses évoluent dans ce sens, quelle direction Erdogan prendrait avec la Turquie. La plus grande et sans doute la plus puissante armée de terre de l'OTAN, où irait-elle? Dans quelle direction? Il ne pourra plus rester en retrait si la situation s'enflamme à grande échelle, d'abord régionale, puis potentiellement mondiale et menaçante. On va entraîner beaucoup de pays dans cette affaire, des pays qui, pour l'instant, n'ont aucune envie d'y être mêlés. Et parmi eux, à terme, la Chine. Trump n'a aucune idée de tout ça. Aucune. Il n'en a pas la moindre conception. Et Hegseth non plus. Je ne suis même pas sûr que le général Keane l'ait compris après l'avoir écouté. Je ne suis même pas sûr qu'il le fasse. Mais il doit bien y avoir quelqu'un au Pentagone. Il doit bien y avoir un Doug McGregor au Pentagone, par exemple, un vieux colonel un peu râleur ou quelque chose comme ça, qui comprend vraiment la nature de ce qu'on est en train de faire. En surface, ça n'en a pas l'air, mais il doit forcément y avoir quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il dit et à qui il le dit? C'est ça ma grande question. Ou elle d'ailleurs. Ça pourrait très bien être une femme. L'une des étudiantes les plus brillantes que j'ai eues à William & Mary était une colonelle de l'armée, une femme, qui venait d'un programme de bourse.
Ils avaient arrêté de les envoyer tous à Harvard ou dans les écoles de guerre. Ils en envoyaient aussi à William and Mary. Je l'ai recrutée et ensuite elle est allée travailler pour H.R. McMaster au Tradoc. Et franchement, elle m'a raconté des histoires terribles sur cette période, sur ce que c'était de travailler là-bas. Elle m'a dit, tu imagines aller à une réunion matinale avec un général 4 étoiles comme H.R. McMaster, assise dans une salle avec une trentaine de colonels, et quand tu regardes autour de toi, tous les autres sont des hommes. T'es la seule femme dans la pièce. Je lui ai répondu, je ne peux pas vraiment me mettre à ta place, parce que je ne suis pas une femme, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui. Peu de temps après, elle est partie. Elle a quitté l'armée. Où sont ces gens? C'était une femme très intelligente. Où sont ces gens capables de dire à l'empereur qu'il n'a pas de vêtements? Je ne pense pas qu'il y ait la moindre patience pour ces gens-là dans l'administration Trump. Je pense que tu as raison. Oui, tu as raison. Je crois qu'ils les écartent dès qu'ils lèvent la main. Même J.D. Vance a d'une certaine façon disparu de la scène. Vous avez entendu parler de J.D. Vance, vous? Non, juste une photo de temps en temps dans le New York Times où on le voit faire ci ou ça, mais rien de vraiment important. Et bien sûr, Tulsi, la seule autre personne dans l'administration en qui j'avais encore un peu d'espoir, un peu de confiance, qu'elle ferait peut-être un jour quelque chose de significatif. Elle est partie, son mari est malade, c'est la principale raison. J'imagine qu'elle a dû se dire, mon mari est malade, je suis ici, on me traite comme de la merde, je crois que je vais partir. Larry, concernant la situation avec les pays du Golfe, on a appris qu'hier, le ministre des Affaires étrangères d'Iran a annoncé qu'il n'allait pas mettre en place de système de péage pour le détroit d'Ormuz. Ils ne parlent pas d'un péage, ni de quoi que ce soit de ce genre. Ils disent que ce sera une redevance, quelque chose comme une taxe environnementale. Même s'ils ne sont pas signataires de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, je pense qu'ils s'y intéressent, ils l'ont étudié, et d'autres pays de la région aussi, notamment ceux qui sont signataires. Et ces derniers ont dit qu'ils ne voulaient pas enfreindre ce cadre de manière significative. Alors ils cherchent des moyens, non seulement de le rendre plus compatible avec tout accord diplomatique éventuel, mais aussi plus conforme à l'esprit même de cette convention, c'est-à-dire laisser les eaux internationales libres, assurer la libre circulation pour le monde entier. Toute personne ou tout pays respectueux du droit qui veut naviguer dans les eaux internationales devrait pouvoir le faire. Et cela devrait être une règle fondamentale. Je pense que la plupart des pays partagent cette conviction. Si vous deviez désigner l'étape la plus difficile dans les négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis, en considérant que la première consiste à mettre fin à la guerre sur tous les fronts, la deuxième concerne le détroit d'Ormuz et la troisième, le programme nucléaire. Selon vous, laquelle est la plus difficile? Je pense que Trump a rendu le dernier point que vous avez mentionné particulièrement difficile. À mon avis, tout son processus depuis le moment où il est sorti du JCPOA, selon moi illégalement, à la fois sur le plan intérieur, dans l'esprit et sur le plan international en droit, a violé la loi. À partir de là, il a rendu cette question très compliquée parce qu'au mieux, il obtiendra des Iraniens, au mieux la même chose, et il devra l'accepter s'il l'accepte vraiment.
Et comment il va réussir à faire passer ce cochon pour un pur sang qui aurait gagné le Kentucky Derby? Ça, c'est difficile à imaginer. Enfin, il faut reconnaître que Trump est doué pour ça. Il est capable de transformer une situation absolument catastrophique en un succès avec l'aide de ses partisans MAGA. Mais là, s'il y arrive, ce sera un vrai miracle, parce qu'il n'obtiendra rien des Iraniens de plus que ce que le JCPOA avait déjà obtenu. Et pour de vraies raisons. Ils sont signataires du TNP et ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Le JCPOA reconnaissait plus ou moins ce droit, puis essayait de contourner certains points et de faire ce qu'il fallait pour offrir un peu plus de garanties. Franchement, je ne vois pas comment tu peux résoudre ce casse-tête, Donald. I don't know how you square that circle, Donald. But this time around, Mais cette fois, ils ne sont pas prêts à accepter le même type de mécanisme que celui prévu dans le JCPOA en cas de rétablissement automatique des sanctions ou quelque chose du genre. Parce qu'aujourd'hui, ils connaissent tous les rouages, chaque détail. each and every angle of, Ils ont compris. L'administration Trump a été pire que ce qu'ils avaient connu sous l'administration Obama. And that was bad enough. Biden and Obama were Et ça, c'était déjà assez grave. Biden et Obama, c'était déjà assez grave. Je veux dire, surtout Biden. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire à quel point Biden a changé entre le moment où il était vice-président et celui où il est devenu président. Sauf que, comme Powell le disait souvent, Joe Biden serait un vrai danger, un désastre total, s'il devenait président. C'est presque une citation directe de Colin Powell. Et pourtant, il appréciait Joe Biden quand il présidait la Commission des Affaires étrangères du Sénat ou quand il en était le principal membre démocrate, parce qu'il connaissait bien les dossiers. Powell pouvait discuter des sujets avec lui, alors que Dick Lugar, son homologue du côté républicain, était selon lui bête comme ses pieds. Mais Powell répétait sans cesse « Ne le faites jamais président ». Cet homme serait un député maladroit et confus à la Maison-Blanche. Et vous ne voulez pas de ça. Et au final, il s'est révélé encore pire que ça. Et j'attribue la plupart de ces problèmes à Blinken et Sullivan, parce que Blinken et Sullivan passaient leur temps à s'incliner devant Bibi Netanyahou. bowing to Bibi Netanyahu most of the time. Je t'ai perdu, j'entends plus ta voix. Lost your volume. have you heard about Marco Tu as entendu parler de Marco Rubio en Arménie. Il parle de signer un nouveau protocole d'accord sur les minéraux critiques, comme les terres rares. like rare earth minerals? What is that? I think, you know, there's a if Je pense que tu sais, si c'est vrai s'il y en a là-bas et qui sont prêts à les céder ou à les vendre, alors oui, c'est un petit succès. Mais à mon avis, il s'occupe de Cuba, de l'Arménie et d'autres dossiers, parce qu'il n'a rien à faire sur le sujet principal qui est l'Iran. Du coup, il essaie de trouver d'autres cibles, d'autres occasions, si on peut dire. J'ai appris l'autre jour, Nima, qu'il y aurait probablement assez de terres rares et d'autres minéraux essentiels. Ceux dont tout le monde parle quand on évoque la Chine, qui pourraient en priver les États-Unis. Et ce serait absolument catastrophique, surtout pour l'armée américaine. J'entends souvent dire par des gens bien informés qu'il y a beaucoup plus de ces ressources ailleurs qu'on l'imagine, y compris aux États-Unis. Le problème, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, la volonté d'aller déplacer certaines populations ou certaines industries qui se trouvent au-dessus de ces gisements, pour ainsi dire, et de les exploiter. Et les exploiter comme il faudrait le faire serait très néfaste pour l'environnement, surtout en Californie. Donc, si une guerre devait éclater, et si on avait besoin de ces éléments essentiels, je ne pense pas qu'on aurait le moindre mal à se les procurer. Parce qu'en temps de guerre, on ne laisserait pas ce genre de considération faire obstacle au droit d'expropriation. On irait les chercher. Déplacez votre maison. Si vous ne le faites pas, on la déplacera.
On ira chercher ce qu'il y a sous votre maison, ou peu importe. Ce n'est pas si simple. Donc, dans une certaine mesure, c'est un problème fabriqué à des fins politiques. En même temps, je dois reconnaître que la Chine détient le monopole de l'abondance disponible aujourd'hui dans certains domaines essentiels, ce qui rend difficile pour nous de ne pas chercher à avoir de meilleures relations avec elle. Mais ce n'est pas un obstacle majeur, sous aucune forme. Maintenant, il se peut que demain apparaisse quelque chose, un peu comme du lithium puissance 10, ou un matériau très différent dont nous aurions peu de réserve. Mais la plupart de ces ressources existent sur le territoire continental des États-Unis et en Alaska, et elles y sont présentes en grande quantité. C'est juste que on ne va pas s'en prendre à eux. D'abord parce que notre infrastructure civile ne le ferait pas. C'est pas rentable en ce moment, avec toutes les contraintes liées à la sécurité environnementale et tout le reste. Mais en temps de guerre ou même de quasi-guerre, on finirait sans doute par casser, piller et exploiter tout ça. Donc c'est pas vraiment le problème qu'on veut nous faire croire. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et si vous lisez le livre de Jim Carrey, Missouri Mule, sur Harry Truman, entre environ 1940 et 44 ou 45, et sur sa commission spéciale d'enquête au Sénat, vous comprendrez que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Nous avons eu la chance, comme le disaient Washington, Franklin et Jefferson, d'être bénis par la providence divine. Ils disaient que nous avions reçu d'immenses richesses naturelles, des rivières qui coulent du nord au sud, d'est en ouest, d'un bout du pays à l'autre, et aussi des ressources qu'ils ne pouvaient même pas imaginer à l'époque, ces vastes réserves de minerais. À leur époque, ils pensaient à l'or, à l'argent et à d'autres métaux de ce genre. Mais aujourd'hui encore, cela continue de porter ses fruits. Nous avons toujours d'immenses ressources naturelles. Dire que nous avons besoin du reste du monde, c'est vrai, mais seulement dans un sens très superficiel. Une guerre, elle, donnerait à tout cela une toute autre dimension. Mais ensuite, comme le montre le livre dont je te parlais, cette autre facette est aussi assez malsaine et toxique, parce qu'il y a des gens qui veulent en tirer profit. Et pas un petit profit, non, un énorme. Tu vois, l'analogie de Truman à propos des chemins de fer, c'était Jesse James. Moi, j'aime bien la façon de Jesse James. Il rassemblait sa bande, il mettait des masques, prenait quelques chevaux, descendait jusqu'au train, le braquait, et puis il repartait. Les Vanderbilt, eux, ont détruit toute la ligne de chemin de fer, les wagons, les locomotives, les rails, les traverses, tout, et ils l'ont pillé jusqu'au dernier centime pour des centaines de millions de dollars. Franchement, je préfère Jesse James. Ouais. No. Tu sais qui était Jesse James? Non? C'était un criminel très célèbre, un bandit à cheval, du genre je vole les riches pour donner aux pauvres. Un peu comme les Trois Mousquetaires, tu vois. Il a plutôt bien réussi d'ailleurs jusqu'à... Je crois que c'était avec son frère, Frank James. Enfin bref, peu importe les détails. Mais Harry, lui, préférait ces vieux bandits d'autrefois à ceux d'I.G. Farben, de Standard Oil ou de US Steel. Ceux-là étaient bien pires que Jesse James. Eux, ils volaient des milliards, pas juste quelques dollars par-ci par-là. Oui, Et c'est pareil aujourd'hui. Exactement pareil. Et c'est ça que Marco Rubio est en train de coordonner là-bas. Encore un peu plus de vols, mais à une échelle que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Larry, when I compare the Trump administration Larry, quand je compare l'administration Trump à celle de Biden, je vois vraiment l'une comme l'opposé de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand on parlait de l'administration Biden, on parlait de Jake Sullivan, d'Anthony Blinken, de Victoria Nuland, mais quasiment personne ne parlait de Joe Biden lui-même,
parce qu'il n'a pas fait grand-chose pendant sa présidence. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe est lié à Donald Trump. Le chef du Pentagone, on dirait un gamin qui essaie de faire de son mieux pour être le préféré de la famille, pour se rapprocher du papa, quelque chose comme ça. Et tout le reste, Marco Rubio, c'est qui Marco Rubio? Everything. Marco Rubio, who's Marco Rubio? He's the Secretary of State. We haven't seen anything. C'est lui, about the le foreign secrétaire policy of the d'État. United States. On n'a rien vu pour l'instant sur la politique étrangère des États-Unis, en tout cas pas ce que Marco Rubio défend, par exemple sur le Moyen-Orient ou sur la guerre en Ukraine. Rien ne sort de son administration, celle de Marco Rubio, vous voyez. Et puis le vice-président, au début, quand cette administration a commencé en janvier, il semblait bien parti. Et ensuite, on l'a vu disparaître de la scène. Et personne d'autre. Chaque politique désastreuse de l'administration Trump, Donald Trump lui-même en est derrière, chacune d'entre elles. Il n'y a personne d'autre. Vous voyez quelqu'un d'autre, vous, autour de Donald Trump? No one else is there. Do you find anyone No. else close to what Donald Trump? Not at all. I find Vought and Pas du Miller. tout. Vought at OMB, the Office of Je vois Vought et Miller, Vought à l'OMB, Miller, sort of, le bureau de la gestion et du budget, Vought ou Miller, un peu comme le Reinhard Heydrich de Trump, l'homme de la solution finale pour Hitler et d'autres du même genre, faire beaucoup de choses importantes en coulisses, pour ainsi dire. Mais je ne vois personne, comme vous le dites, là-haut dans le triumvirat, le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense et le président, faire grand-chose, à part ce que Trump veut. Maintenant, je tiens à préciser que l'une des raisons pour lesquelles le Congrès a agi en 1947, 48, 49, après de longs débats, avec la loi sur la sécurité nationale de cette époque, c'était justement à cause de ce genre de situation qui avait duré potentiellement 16 ans, mais certainement plus de 12 ans sous FDR, Franklin Roosevelt. 12 plus by FDR, Franklin Roosevelt. Everything was kept close to his chest. No one Il gardait tout pour lui. Personne ne savait vraiment ce qu'il pensait. Même ses conseillers les plus proches, souvent, n'en avaient aucune idée. Son vice-président, sûrement pas. Il agissait la plupart du temps de manière indépendante, surtout Henry Wallace. Et le Congrès voulait mettre un terme à ça. Alors ils ont créé le Conseil de sécurité nationale, ainsi que le processus de décision qui en est sorti. L'idée, c'était que l'exécutif utilise ce cadre pour prendre les décisions en matière de sécurité nationale et qu'il partage la prise de décision, les conseils, les avis et tout ce qui va avec. Certains l'ont fait, d'autres un peu moins, mais au moins ils s'y sont plus ou moins tenus. Roosevelt était différent de Trump à bien des égards, bien sûr. Mais la différence la plus marquante, celle qui ressort encore dans ce livre, Missouri Mule, sur Harry Truman, c'est que Roosevelt était compétent, incroyablement compétent. Et c'était un maître en politique. Roosevelt a dû faire face à une pression énorme, celle de la plus grande catastrophe financière. Ce n'était même pas aussi grave que celle de la fin du 19e siècle, mais pour le 20e siècle, avec la population de l'époque et les effets immédiats du crash de 29, c'était une crise très profonde. Donc Roosevelt est élu, quoi, en 32, je crois. Et puis, il se retrouve à devoir faire tout un tas de choses très très différentes de ce qu'aucun président n'avait jamais fait avant lui. Et ça marche dans l'ensemble. Et ensuite, la guerre arrive, amplifie tout ça, et ça marche encore mieux. Donc on avait une compétence exceptionnelle, mais un président du même type, dans le sens où il laissait personne savoir grand-chose. Réfléchissez à ça un instant. Une compétence suprême, mais un goût du secret, tout garder pour lui, faire ce qu'il fallait faire, ou amener les gens autour de lui à le faire, qui s'en rendent compte ou non. Comme Frances Perkins, la première femme secrétaire au travail, qui a vraiment été au cœur du New Deal, le grand programme intérieur de Roosevelt. Aujourd'hui, on a un président qui agit de la même façon, en se moquant complètement de la structure mise en place par le Congrès. Parce que le Congrès, franchement, il s'en fiche.
Le Congrès lui appartient, il s'en fiche, il s'en moque totalement. Donc il agit comme Roosevelt à l'époque, sauf que lui, c'est un idiot de première classe. Je peux pas le dire plus fort que ça, un idiot de première classe. Alors oui, c'est un sacré escroc. Il fait des tonnes d'argent pour sa famille. C'est tout ce qu'il sait faire. Le seul talent que Donald Trump possède, c'est de gagner des sommes d'argent illicites, énormes, surtout parce qu'il sait manipuler la dette. Et il sait, en tant que président, comment faire pression sur les autres pour qu'ils contribuent à cette dette, qu'elle soit personnelle ou nationale. Voilà le genre de président qu'on a aujourd'hui. Il agit comme Roosevelt, mais il est plus bête que la boue. Sauf dans un domaine, faire de l'argent. Gagner de l'argent, illégalement, illicitement ou légalement, et surtout le faire pour sa famille. C'est là toute sa force. Et il essaie de faire d'autres choses que les présidents doivent parfois faire, comme défendre le pays, prendre des décisions sur les dépenses ou sur la répartition des ressources, ce genre de choses. Mais il ne le fait pas, sauf par décret, et seulement en fonction de ce qu'il pense pouvoir lui rapporter encore plus d'argent. C'est ça qui le motive, à mon avis. Pour moi, c'est assez clair, c'est ce qui le pousse à agir. Est-ce que c'est l'Antéchrist? Parfois je me dis que oui, parfois je me dis que oui. Il est arrivé, matériellement et physiquement, à la tête des États-Unis d'Amérique, en incarnant tout ce que la Bible décrit comme étant l'Antéchrist. Et il est bien réel. Il ne le ressent pas comme ça. Lui, il a vraiment l'impression d'être réel, Jésus-Christ. C'est le Sauveur, c'est le Saint. Enfin, regardez les images qu'il a créées de lui-même. Il se voit comme Jésus-Christ venu pour le jugement, comme le pape, comme tout à la fois. Incroyable. Comment ose-t-il, comment le pape Léon ose-t-il se croire aussi puissant que moi, ou penser qu'il peut me faire la leçon? Comment ose-t-il? C'est un oiseau rare, ça ne fait aucun doute. On n'a jamais eu quelqu'un comme lui. Je mets au défi n'importe quel historien de la présidence de venir me dire qu'on a déjà eu un président comme Donald Trump, à part les comparaisons que je viens de faire, avec Franklin Roosevelt par exemple, qui était tellement supérieur à Donald Trump. C'est le jour et la nuit. Mais il y a quand même des méthodes similaires dans la façon d'ignorer tout le monde, ou de laisser tout le monde dans le flou en permanence. C'était une partie du succès de Roosevelt. On peut regarder la situation intérieure puis la situation internationale. Une guerre sur deux fronts, des alliés qu'il devait approvisionner et tout ce qui allait avec. On peut dire que c'était magistral, la façon dont il a géré tout ça. Mais c'était aussi dicté par l'atmosphère et les défis de l'époque. Je pense que Roosevelt était ce genre de personne, parce que j'ai un peu étudié sa manière d'agir à d'autres périodes, surtout quand il était à la marine et qu'il en assurait en partie la direction. Et je retrouve chez le Franklin Delano Roosevelt de cette époque des traits qu'on a vus plus tard chez le président. Je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas déjà anticipé, dès la fin de la Première Guerre mondiale, l'énorme lutte que nous allions devoir mener, à peu près entre 1941 et 1945. Colonel Larry, que pensez-vous des nouvelles escalades entre la Russie et l'Ukraine, après que des drones ukrainiens ont attaqué des civils russes, et de la réponse de la Russie, qui a utilisé pour la deuxième fois un missile russe comme signe de la gravité de la situation pour elle? Mais on a l'impression qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine n'est plus la priorité de l'administration Trump. À mon avis, c'est extrêmement dangereux. C'est dangereux, d'après ce que vous en dites, je pense. Mais c'est aussi dangereux parce qu'il y a beaucoup de gens sous Trump qui travaillent d'arrache-pied pour continuer à soutenir Zelensky. Et je me demande s'il le sait. Je me demande s'il se rend compte à quel point on continue de soutenir Zelensky et combien ce soutien, ajouté au vôtre, le maintient artificiellement en vie.
Et Poutine en a plus qu'assez. La dernière déclaration de Lavrov, soutenue en gros par Poutine, traduit à mon avis cette lassitude. Et je pense qu'il est sérieux. Je pense qu'ils vont aller chercher Zelensky. Ils vont frapper suffisamment de cibles clés à Kiev pour l'atteindre. C'est, je crois, l'un de ses objectifs. Un objectif secondaire, mais bien réel. C'est un ajout, si vous voulez, mais ils vont essayer d'atteindre Zelensky. Et le but plus large, bien sûr, c'est de dire une dernière fois, la prochaine fois, je détruirai quelque chose de l'OTAN. Si vous n'arrêtez pas ce soutien, si vous n'arrêtez pas ces menaces contre Kaliningrad en particulier, si vous ne faites pas taire la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie et parfois la Pologne, si vous n'arrêtez pas tout ça, vous allez avoir une guerre avec moi. Et je n'hésiterai pas une seconde à la rendre nucléaire si je dois le faire. Regardez l'exercice que je viens de mener, terminé le 21 mai, le plus grand exercice de force nucléaire depuis l'Union soviétique. C'était un message, je suis prêt, j'ai pris ma décision, je vais devoir faire la guerre à l'OTAN pour faire passer mon message, et si je le fais, je le ferai de manière très percutante. Il y a eu un appel entre Lavrov et Rubio. Lavrov mettait en garde Rubio à propos des Américains. Oui, des citoyens des États-Unis. Oui, exactement. Je ne sais pas à quel point ils vont prendre ça au sérieux. J'espère que Rubio fera plus attention à ça qu'il ne l'a fait pour les gens à Bahreïn. Je veux dire, il n'a sorti personne de Bahreïn. Et ils ont pratiquement dû rentrer avec juste un sac et toutes leurs affaires dedans, 2000 personnes, à San Norfolk. C'est la responsabilité du secrétaire d'État, s'occuper des non-combattants dans les zones où nous avons des ambassades et des consulats, et s'assurer qu'ils soient évacués à temps si nécessaire. Et jusqu'à présent, à ma connaissance, il ne l'a pas fait du tout. Alors Lavrov lui a donné un avertissement, tu dois lancer une évacuation de Kiev, peut-être même de tout le territoire ukrainien, parce que je vais le dévaster. C'est vous qui m'y avez poussé. Vous et l'Union européenne, vous m'avez mis dans une situation où je vais tout dévaster. J'en ai assez que vous essayiez d'utiliser l'Ukraine pour m'affaiblir sans fin. Alors je vais y mettre un terme. La dernière fois qu'on a parlé, c'était à propos de ces nouvelles troupes envoyées en Pologne. 5000 soldats, presque la taille d'une brigade. Oui, si je ne me trompe pas. Brigade renforcée, oui. Oui, Sauf pour une brigade, oui. le problème dont vous parlez, c'était des gens comme Sikorski en Pologne. Et ces personnes-là sont très dangereuses parce qu'elles sont capables de faire monter la tension à un niveau qu'on ne peut plus contrôler. Si elles vont jusque-là, personne ne pourra ramener la situation à ce qu'elle était avant. Et voilà ce que Sikorski a dit, Larry. Je suis sceptique à l'idée de négocier avec Poutine pour deux raisons. D'abord, quand on est dictateur depuis plus de 20 ans, tout le monde vous ment. Et ces dictateurs finissent toujours par abandonner une partie de leurs exigences maximalistes trop tard, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la situation dans laquelle ils se trouvent. Ensuite, Vladimir Poutine est un homme dont la parole et la signature ne sont pas dignes de confiance. Il nous a menti à plusieurs reprises. Donc je pense que cette guerre se terminera par quelqu'un d'autre. Vous voulez développer là-dessus? Sur quoi exactement a-t-il menti? Je peux lui retourner la question et dire exactement la même chose à propos des dirigeants polonais, surtout des gens comme lui. Et mes propos auraient bien plus de poids et de crédibilité que les siens. Écoutez simplement sa déclaration d'ouverture. Comment connaît-on les dictateurs? Parce qu'on en a été un. Comment se fait-il qu'il ait une telle compréhension de l'esprit d'un dictateur?
Comment il fait ça? Qu'il m'explique, parce que moi je suis universitaire, j'aimerais bien savoir comment il s'y prend. C'est un miracle peut-être. Comment il entre dans la tête de Poutine pour dire « Tu es un dictateur et je sais ce que font les dictateurs. Les dictateurs mentent. » Et ainsi de suite. Cet homme est ridicule. Je parle à peu près une fois par semaine, parfois plus souvent, avec des Polonais qui ont vraiment les pieds sur terre. Et eux, ils ont peur. Ils ont vraiment peur de gens comme lui, peur de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Ils savent très bien que la Pologne doit composer avec deux pays, l'Allemagne et la Russie. Il suffit de regarder leur histoire. Et faire en sorte que l'un de ces deux pays te convoite ou se mette en colère contre toi, c'est vraiment stupide. C'est ce que je dirais à ce type si j'étais dans la même pièce que lui. Tu fais une grosse erreur, et c'est la même erreur que les Polonais commettent depuis des siècles. Tu ne prends pas en compte ce qu'il y a autour de toi, surtout l'Allemagne et la Russie. Ensuite, la deuxième chose que je lui dirais, c'est « Tu crois vraiment que 5000 soldats vont changer quelque chose pour toi? Laisse-moi te dire, en tant que professionnel de l'armée, venant du pays d'où ces troupes sont censées partir, rien du tout. Oui, c'est un signal, un signe qu'ils sont présents sur le terrain. Eh bien non, ils ne le sont même pas, mon gars, parce que j'entends en ce moment même que Kane et d'autres ont dit qu'on n'allait pas poursuivre ce déploiement. Ils y vont pas. Donc la question en ce moment, c'est de savoir s'ils vont y aller ou pas. Mais même s'ils y allaient, ce serait une goutte d'eau dans l'océan. Il n'y a aucun engagement réel, à rien du tout. Certainement pas un engagement comme celui qu'on a eu pendant si longtemps, pendant la guerre froide, qui d'ailleurs n'était pas non plus un engagement si impressionnant que ça. Sans quoi? Sans quoi derrière? Les armes nucléaires. Vous savez, on savait bien que quand les forces terrestres soviétiques, la 10e division de montagne, les Ogarkov, je ne me souviens plus du nom exact qu'ils utilisaient, le groupe des forces soviétiques en Allemagne, avec Ogarkov à sa tête, l'un de leurs meilleurs maréchaux à l'époque. On savait que si tout ça passait par le couloir de Fulda, on n'allait pas les arrêter. Pas avec les troupes qu'on avait en Europe. On comptait les arrêter avec des armes nucléaires. C'est ça qui mettait les Allemands si mal à l'aise. Vous voyez, on allait les arrêter sur leur propre sol, avec des armes nucléaires. C'est leur sol, leur pays. Je suis désolé, mais c'était le plan. C'était comme ça qu'on allait les stopper. Parce qu'on savait bien que les forces conventionnelles, malgré tout le baratin qu'on racontait sur la défense active et tout le reste, n'y suffiraient pas. Ils allaient déferler avec leurs 10 divisions motorisées, leurs 10 divisions blindées, passer par le couloir de Fulda. On n'allait pas les arrêter autrement qu'avec des armes nucléaires. Et ça, évidemment, c'était inconfortable pour les Allemands. Et je comprenais pourquoi, mais c'était la réalité. Larry, ces drones que l'Ukraine utilise sont en grande partie fabriqués en Ukraine, mais aussi à l'étranger. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est l'un des pays qui produit ces drones pour les envoyer à l'Ukraine. Penses-tu que la Russie pourrait changer d'attitude vis-à-vis du Royaume-Uni? Parce qu'elle pourrait attaquer certaines de ces usines qui fabriquent les drones, surtout si ces drones frappent des civils en Russie. Comment tu vois ça? Parce qu'on a l'impression qu'on s'est un peu habitué à ce qui se passe en Ukraine. On ne voit plus vraiment les escalades, les tensions sous-jacentes qui continuent, et d'une certaine manière, on les ignore. Bon, c'est pas une comparaison parfaite, mais en gros, vous dites un peu la même chose à propos de la guerre civile espagnole. Pourquoi n'a-t-on rien fait concernant les équipements de guerre qui ont clairement été décisifs pour la victoire de Franco? Pourquoi n'a-t-on rien fait contre ces livraisons allemandes qui arrivaient aux forces espagnoles? Et on ne l'a pas fait parce que, disons-le, les gens étaient lâches. Ils ne voulaient pas agir de manière préventive.
Il ne voulait surtout pas agir de façon préventive contre l'Allemagne. Dans le cas de l'Angleterre, c'était en partie parce que des gens comme Churchill, je dirais avec un certain réalisme, mais aussi avec des préjugés évidents, considéraient la Russie comme la plus grande menace, et ils voyaient l'Allemagne comme un rempart contre la Russie. Et donc, il y a eu, si vous voulez, un manque d'action, un retard à agir, comme vous le décrivez maintenant. Vous dites oui, on a fait beaucoup de chemin depuis, et c'est devenu évident. Mais est-ce que c'est vraiment évident pour les Européens qu'ils agissent non pas dans leur intérêt, mais contre leur intérêt, voire dans une indifférence désastreuse? Comment le prouver et comment les amener à agir autrement? C'est difficile, jusqu'au jour peut-être, où un missile iranien tombera sur Londres. Là, le calcul change complètement, parce qu'une guerre aura commencé, et ils réagiront en conséquence. À ce moment-là, les discussions seront terminées. C'est ça, le danger de ce genre d'escalade. Mais Poutine n'est pas ce que ce sondage vient de décrire. Poutine est un homme très prudent, très calculateur. Et s'il fait quelque chose, je pense qu'il le fera par étapes. Chaque étape sera soigneusement orchestrée pour essayer d'éviter l'escalade autant que possible. Maintenant, si une arme nucléaire est utilisée, ce sera une toute autre affaire. Mais utiliser un Resnik, d'une certaine manière, c'est presque comme utiliser une arme nucléaire sans les conséquences. Vous savez, sans les retombées, sans le champignon atomique et tout ce qui scinde les armes nucléaires. S'il est très prudent à ce sujet, et disons même qu'il frappait quelque chose en Angleterre, si, selon lui, cette usine remplissait une fonction qui tuait des civils russes, et qu'il estimait d'un point de vue juridique, il est avocat, après tout, qu'il pouvait le prouver, le corroborer, alors je pourrais l'imaginer faire quelque chose comme ça, utiliser des missiles hyper véloces, frapper une cible dans un vrai pays de l'OTAN, un pays de l'OTAN qui compte. Même si, à mon avis, la Grande-Bretagne ne compte plus vraiment, disons qu'elle compte. Je ne suis pas sûr qu'il frapperait quoi que ce soit en Allemagne. Je ne suis pas sûr non plus qu'il frapperait quelque chose en France. Mais je suis presque certain qu'il frapperait en Pologne. Et je suis presque certain qu'il frapperait dans l'un des pays baltes, voire en Finlande. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on provoque exactement ce genre de réaction, comme vous venez de le dire. S'il a vraiment de bonnes preuves que cette usine ou cette installation ou ce groupe de spécialistes du guidage par satellite, enfin vous voyez les gens qui pilotent tout ça, si c'est que c'est là, il a déjà fait ça en Ukraine. Il a frappé des cibles dont il savait qu'elles comptaient des citoyens suisses, britanniques, américains et peut-être allemands. Ces gens participaient à la coordination du renseignement pour les missiles et les drones ukrainiens à partir de notre réseau satellitaire. Il a frappé ces sites et il a tué des civils et des soldats de l'OTAN à l'intérieur de l'Ukraine. Le faire dans un pays de l'OTAN, ce serait un cran au-dessus, sans aucun doute. Ce serait une montée claire dans l'escalade, mais je ne suis pas sûr qu'il s'en empêcherait. Si la situation devenait vraiment insupportable pour lui, et s'il disposait d'un renseignement aussi précis sur ce qui s'y passe. On joue avec le feu. Vraiment, on joue avec le feu, peut-être même avec le feu nucléaire. Et on le fait d'une manière apathique, distraite, stupide, presque ironique. C'est un peu comme ces gens qui sont entrés dans la Première Guerre mondiale, bornés et stupides jusqu'au bout. Et puis, une fois la guerre commencée, ils pensaient tous que tout le monde serait rentré à la maison en 6 mois. Le plus grand bain de sang que l'Europe se soit jamais infligé. Mais non, ils croyaient quand même que tout le monde serait rentré en 6 mois. Merci. Merci Larry d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment. Toujours un grand plaisir.
We will see you on the. On se retrouve de l'autre côté avec l'autre Larry. On a quelqu'un d'autre ce jour-là, ou juste Larry? Do we have someone else that day or just Larry? On se voit vendredi? Friday. Oui, c'est ça. Ce sera toi, moi et Larry. Okay. D'accord. I saw somewhere. J'ai vu quelque part ce matin, je crois qu'il était avec un autre monsieur qui m'avait aussi proposé d'être avec eux, mais je n'ai pas pu parce que j'étais avec vous. Couldn't make it 'cause I was on with you. On sera en direct. Ce sera vendredi à 11h. C'est noté. Got it. Yeah. Oui, je l'ai. À tout à l'heure. See you then. À très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. J'espère qu'il n'arrivera rien de grave. Oh. Inshallah. Inch'Allah. Prenez soin de vous. Take care. Au revoir. Bye bye.